numéro toujours en marche et toujours la machine qui tourne ici à la diaspora, toujours sur un sujet épineux que nous allons aborder aujourd'hui avec vos différents intervenants que vous verrez tout au long donc de ce numéro de l'émission Micro de la Diaspora. Aujourd'hui, nous recevons monsieur, et on va vous présenter à tous les amis internautes, à tous les amis auditeurs et également aux téléspectateurs que vous regardez en ce moment. Merci mon très cher frère Moïse pour l'opportunité que vous m'offrez et de pouvoir intervenir donc à votre antenne. Mon nom c'est Yempapu Yemboam. Je suis tout simplement un jeune Togolais vivant aux États-Unis depuis seulement 3 ans. Et bonsoir à toi et merci d'être venu à moi. Merci à vous aussi de nous d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle pratiquement d'un sujet très important où, par exemple, lorsqu'on situe ce sujet dans l'espace et puis dans le temps, et probablement certaines années en arrière, on doit dire que nos parents, soit nos arrière-parents étaient vendus pour venir ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous en avons l'opportunité, nous venons par de notre visa et par différents moyens également. Aujourd'hui, nous avons également dans l'actualité également d'autres qui sont vendus en chair, ou soit aux enchères, si je dois me permettre de le dire ainsi. Alors, quel est votre point de vue sur cette question? Avant d'aller directement sur la question, si tu me permets bien, je voudrais bien revenir faire un petit commentaire par rapport à votre phrase introductive. Vous avez dit que de par le passé, nos arrière-grands-parents avaient été victimes d'esclavage. Ils avaient été donc attachés, vendus comme des esclaves et qui venaient donc ici aux États-Unis comme des esclaves. Alors aujourd'hui, nous arrivons par un autre moyen, mais je voudrais qu'on puisse voir un peu la similitude. De par le passé, c'est les bras valides de l'Afrique, ceux-là qui avaient donc la force musculaire, qui pouvaient donc travailler dans les champs, qui pouvaient travailler dans les mines, et donc pour donner de la richesse à ceux-là qui nous exploitaient. Mais aujourd'hui, c'est encore la même chose, sauf qu'on ne s'appuie plus sur la force musculaire, mais on s'appuie sur des bras valides, et ceux-là qui sont valides justement dans la tête, c'est-à-dire l'intellect. Et aujourd'hui, je peux vous dire, les statistiques nous situent aujourd'hui en disant qu'il y a au moins 35 000 docteurs africains qui sont aux États-Unis, par exemple. Et donc, voilà ces intellectuels-là qui sont ici et qui travaillent pour qui? Pour le devenir des États-Unis et non pour l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui a dépensé pour leurs études. Aujourd'hui, qu'est-ce qui revient en Afrique? Rien du tout. Donc, cher frère Moïse, vous et moi, nous sommes dans la même situation. Et donc, je dirais qu'on a juste tout simplement changé la façon de faire. Maintenant, pour revenir au commerce d'êtres humains dont vous parlez dernièrement, dont les images ont pu circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous pouvons effectivement dire que c'est vraiment très regrettable, mais je voudrais avant toute chose situer quand même quelque chose. Je pense qu'il faut situer le cadre. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui a cours où, dans un pays africain qu'on appelle la Libye. Alors, la Libye, ce n'est pas n'importe quoi. On sait comment ce pays-là drainait l'espoir de toute l'Afrique. Et on sait comment, de l'autre côté, on a tout fait pour venir briser cet espoir africain. Et finalement, aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont détruit la Libye. C'est ceux-là qui, justement, ont mis la Libye dans une situation de chaos, qui nous reviennent avec des images pour nous faire comprendre que finalement, des Africains vendent d'autres Africains. Alors, moi, je suis allé aux informations
Et je vais quand même faire nuancer l'information qui passe un peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe exactement en Libye? Il se trouve qu'avec la volonté de l'Union européenne de ne plus accepter justement les migrants venant des pays pauvres qu'ils ont aidés à appauvrir, et il se trouve qu'avec donc le déchiquetement du régime libyen, donc après la mort de Kadhafi, il n'y a pas vraiment de gouvernance aujourd'hui appropriée donc dans ce pays-là. Alors, face à ces deux situations, l'Union européenne finance de l'argent pour que des gens sur place en Libye puissent intercepter les migrants qui passent par eux pour tout simplement rejoindre en Europe. Alors, et c'est justement ces gens-là qui maintenant essaient de voir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à travers cette force-là que l'Union européenne leur a mis donc dans la main, et c'est ce qui explique justement ce qui est à court en ce moment. Mais des informations que j'ai pu recueillir, parce que j'ai dû appeler des gens qui sur place sont en Libye, et précisément à Tripoli, il nous est revenu que effectivement ces images qui circulent, ce n'est pas forcément des images fausses, c'est effectivement de la réalité. Mais ce n'est pas peut-être de cette ampleur dont on veut nous faire savoir aujourd'hui. Comment est-ce que la chose est organisée? Et il arrive donc que lorsque on intercepte tous ceux-là qui viennent, que ce soit du Cameroun, du Togo, que ce soit du Nigeria et des autres pays qui passent donc par la Libye, lorsqu'on les intercepte par voie de mer, on essaie donc de les empêcher à aller donc en Europe ou ailleurs, et c'est dans la gestion de ceux-là qu'on arrête que ceux-là qui sont donc les passeurs ou ceux-là qui justement ont eu ce contrat avec l'Union européenne, qui maintenant essayent dans un premier temps de les répartir selon donc leur pays d'origine. C'est-à-dire que si on intercepte par exemple 100 personnes et que sur les 100 personnes il y a par exemple des Camerounais, des Togolais et d'autres pays, on vous répartit selon votre pays d'origine, et en réalité on interpelle par exemple vos ambassades pour que justement votre pays puisse venir vous chercher. Mais vous savez, comme partout, il y a toujours des brebis galeuses. Il se trouve que des gens ont compris qu'à travers cela, ils peuvent se faire de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrêtent ces gens-là, ils leur demandent tout simplement de payer de l'argent pour pouvoir être libres. Alors, pour être relâché, on vous demande, on vous fixe donc un montant à payer pour vous dire tout simplement que eux, ils ont justement des charges à gérer. Et donc, par rapport à ce montant, si vous avez effectivement ce montant à verser, on vous laisse tout de suite. Mais quand vous n'avez pas ce montant, on vous incite à appeler, par exemple, votre famille. Et si votre famille, effectivement, s'exécute et envoie de l'argent, alors on vous remet en liberté. Alors, quand ce n'est pas le cas, c'est en ce moment que eux, par rapport au montant qu'on vous a fixé à payer, on trouve maintenant des gens, peut-être qui ont des plantations, des gens qui ont des activités dans lesquelles on peut effectivement vous employer. Eux, on vous envoie là. Donc, dans les vidéos ou bien dans les trucs, quand vous voyez, on dit 400 ou bien on donne les montants, ce n'est pas que c'est les prix des êtres humains qu'on donne. C'est-à-dire que ces montants-là représentent justement les frais qu'on vous fixe à payer. Et lorsque vous allez, vous travaillez donc avec ces gens-là, ceux à qui on vous a confié, et que vous arrivez donc à payer le montant, c'est à partir de ce moment que vous redevenez libre. Donc voilà un peu quand même la nuance que je voudrais apporter à la chose. Alors maintenant, vous savez, partout ailleurs, effectivement, il y a des problèmes. Il a été décrié depuis même du vivant du président Kadhafi
et même si c'était dans une très moindre mesure, on savait quand même que dans les pays arabes, effectivement, certains frères noirs, certaines sœurs noires étaient toujours victimes soit de maltraitance ou de quoi que ce soit. En tout cas, il y a des gens même qui subissaient vraiment des sévices corporels. Et moi, je sais que quand j'étais encore à Lomé, il y a une jeune fille qui était venue me voir parce que elle était en train donc d'avoir un visa pour le Liban. Alors, je n'ai pas voulu que cette dernière-là pense que je ne voulais pas l'aider. Ce que j'ai fait, je lui ai dit, bon, ok, et qu'est-ce que tu as besoin de moi? Elle a dit, non, je veux que tu m'aides à avoir mon passeport. Alors, j'ai essayé de l'aider. Elle a obtenu son passeport et tout. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des informations, j'ai trouvé des vidéos, j'ai téléchargé et je lui ai envoyé. Elle n'a qu'à suivre. Ce sont des reportages qui ont été faits dans ces pays-là. Et je sais qu'il y a un risque, effectivement, que la personne qui est en train de lui faire partie du Togo vers là-bas, qui lui fait croire qu'en réalité, ils ont besoin de coiffeuses là-bas, ça peut ne pas être une question de coiffure. Parce que c'est généralement quand elles arrivent sur place qu'elles se rendent compte qu'en réalité, ce pourquoi on les appelle, ce n'est pas en réalité pour ça qu'elles sont là. Et en ce moment, vous n'avez plus de force, vous êtes tout simplement livré à vous-même. Et donc, elle a réfléchi, elle a essayé de prendre des renseignements, et c'est finalement elle-même qui est revenue me dire, très sincèrement, qu'elle abandonnait ce rêve-là. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est des choses effectivement réelles, et c'est des choses effectivement dont il faut déplorer. C'est des comportements, j'allais dire, animaliers, qui animent en tout cas certains frères de ces pays-là. Mais je crois que dans l'ensemble quand même, c'est aussi des Africains et que les choses ne sont pas de cette ampleur-là qu'aujourd'hui on essaie donc de nous faire voir la chose. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la question fait autant de bruit? Ça, c'est la question que je me pose derrière. Et quand je réfléchis, je trouve la réponse tout simplement dans la raison qui a expliqué l'assassinat du guide libyen aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui était donc derrière l'assassinat du guide libyen? C'était ses ambitions pour l'unification de l'Afrique. Et tout le monde sait qui est contre l'unification de l'Afrique. Et donc, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on fait tout pour que les Africains passent le temps à s'entretuer, à se diviser, parce que vous savez très bien que l'impérialisme existe par la division des peuples. Et donc, il faut tout faire en sorte que les peuples africains ne puissent jamais, jamais, jamais parvenir à l'union. Et comme ça, vous allez passer le temps à dire, voilà, les Libyens, c'est des Africains comme nous, mais en réalité, ils ne se considèrent pas comme des Africains. Je vous dis, moi j'ai mon frère qui est actuellement là-bas, et c'est lui que j'ai appelé, qui m'a donné toutes les informations. Et si vous voulez, même au cours de l'émission, on peut peut-être essayer de tenter voir si on peut l'avoir, et vous allez l'entendre de vive voix, il va vous expliquer peut-être certaines choses. Alors, donc, c'est ça la réalité. Et ces gens-là, ça ne se passe même pas en ville. Donc, c'est ignorer même de l'autorité, en réalité libyenne. C'est sur les côtes, ceux-là qui vont passer donc dans l'eau pour regagner ici, c'est là-bas qu'on les intercepte et c'est là que tout se passe. Ce n'est pas que l'exercice à court, au vu au su de tout le monde, en pleine ville par exemple de Tripoli ou quelque part comme ça, au vu au su des autorités. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà un peu, et si vous revoyez un peu la carte de la division donc de l'Afrique, vous allez comprendre que nous sommes dans un schéma qui fait que l'Occident est prêt à tout pour effectivement empêcher qu'à un certain niveau donné, les Africains puissent se retrouver. Et vous allez voir par exemple dans leur stratégie, lorsqu'ils ont divisé l'Afrique à la conférence de Berlin, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils voulaient coloniser l'Afrique,
Parce que l'Afrique était des grands empires, et ils auraient bien pu, chacun, venir prendre un empire, d'accord? Parce qu'on connaît les pays colons en Afrique, ok? Ils n'étaient pas plus nombreux que les empires qui étaient là. Donc, chaque colon aurait pu tout simplement choisir un empire et venir tout simplement envahir l'empire et faire ce qu'il veut. Mais pourquoi ils ont divisé en réalité nos empires en petits États? C'était pour que, comme le roi belge l'avait confié justement aux missionnaires catholiques qu'ils envoyaient en Afrique pour dire que c'était pour l'évangélisation, qui en réalité était une mission de soutien à la mission de colonisation, il leur a dit, ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que l'Africain n'ait jamais envie de devenir riche, que l'Africain ne puisse jamais être en paix pour pouvoir se réunir et pouvoir penser à un quelconque développement. Et c'est pour ça qu'il leur a demandé d'utiliser des termes que Jésus a utilisés pour dire, par exemple, il vous sera vraiment très difficile en tant que riche de rentrer au royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et je vous dis qu'aujourd'hui, vous allez en Afrique, vous allez constater ce qui se passe. Alors, l'autre chose, c'est que en divisant donc les empires africains en petits États, ils savaient que dans le temps, lorsque vous allez arriver à comprendre certaines choses et que vous allez vouloir vous réunir, parce que tout simplement on vous a divisé, il devait donc avoir un autre problème, parce que entre-temps, on est venu peut-être couper une parcelle dans toi, ton pays. Je prends par exemple le cas de mon Togo. Le Togo qui est aujourd'hui devenu un petit État comme ça, de quelques kilomètres carrés seulement de superficie, n'était pas cela. On a coupé une bonne partie, d'ailleurs la partie la plus riche, pour la rattacher au Ghana. C'est sciemment fait. Parce qu'on sait qu'un jour, les Togolais vont se lever pour réclamer au Ghana le territoire qui leur appartenait. Et c'est comme ça que vous avez pu vivre donc les guerres entre l'Égypte et l'Érythrée et tout ça. Donc, il faut que nous, Africains aujourd'hui, on ne se laisse pas berner. Il faut qu'on comprenne le complot qui est derrière tout ceci-là. Et qu'on se dise, non, le combat, il est ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, les reportages, je crois, vous le mentionnez, c'est l'Union européenne qui finance justement ces gens-là pour arrêter. Quels pouvaient être les incidents si par exemple nos chefs d'État africains, disons en grosso modo et également l'Union africaine ne réagit pas par rapport à ce phénomène et ne fait pas des actes symboliques. Voilà, mais là je voudrais signifier quelque chose. Excusez-moi, je vais peut-être vous décevoir. Je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui pensent tant que la réaction des présidents africains compte énormément. Pendant que ces présidents africains avaient en son temps tout fait pour faire comprendre à l'Union européenne qu'il ne fallait pas faire sortir Kadhafi. En tout cas pas de cette manière. Mais on les a mis de côté, on a détruit la Libye. Et comment pensez-vous qu'aujourd'hui la solution devait sortir donc de l'Afrique? Vous voyez déjà ce à quoi l'Afrique, je ne sais pas, fait face, parce que on a, à partir des armes donc de la Libye, on a créé donc le Boko Haram, qu'on a envahi donc le Nigeria, on a envahi le Cameroun et tout ça, et le Mali. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de tomber également. Vous avez vu, il y a déjà au moins 2 attentats qui se sont produits à Ouaga. Et vous pensez que ces chefs d'État-là ont fini effectivement de régler ces questions-là pour pouvoir effectivement aller voir ce qui se passe sur les côtes libyennes? C'est un peu compliqué. Donc, moi, je ne suis pas en train de dédouaner les chefs d'État africains. C'est leur responsabilité première. Parce que c'est eux qui ont échoué. Tous ceux-là qui viennent là-bas, c'est parce que dans leur pays, il manque du minimum vital. C'est parce qu'il manque du minimum vital qu'ils vont de l'autre côté. Mais maintenant, à l'arrière-plan, je me pose une question. Et cette question, jusque-là, personne ne me donne cette réponse.
Aujourd'hui, on traite nos présidents de dictateurs. On traite nos présidents de ceux-là qui ne pensent pas au peuple. Je veux bien croire, je suis bien d'accord avec eux, parce que nous le vivons au quotidien. Mais qu'a-t-on fait de nos présidents qui avaient une vision, une ambition pour leur peuple? Je vais citer Sylvanus Olympio. Pourquoi l'a-t-on assassiné? Et qui l'a assassiné en réalité? Pourquoi a-t-on assassiné Thomas Sankara, qui en 4 ans a su relever la famine dans son pays, a su atteindre l'autosuffisance alimentaire, a pu inscrire tous les enfants burkinabés à l'école? Pourquoi l'a-t-on assassiné? Pourquoi a-t-on tout fait pour barrer la route à Kwame Nkrumah? À mon sens, voilà des gens qui effectivement travaillaient pour le bonheur de leur population. Je vais vous expliquer une chose. Quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, la première aide qu'il a refusée de l'Occident, notamment des États-Unis, c'était le maïs qu'on voulait lui envoyer parce que sa population vivait la famine. Et ce maïs-là, pourquoi il l'a refusé? Parce que c'était un maïs dont l'organisme était génétiquement modifié. Donc les OGM, Thomas Sankara l'a refusé. Alors quand on l'a assassiné, quelques années plus tard, on a mis quelqu'un qu'on voulait. Le Burkina Faso a été le premier pays qui a accepté l'expérimentation des organismes génétiquement modifiés, notamment en expérimentant le coton phytosanitaire. Il a fallu 4 ans après pour que le producteur paysan se rende compte qu'on l'a berné. Parce que le Burkina n'arrivait plus à écouler son coton sur le plan international. Parce qu'on a vu que les fibres de ce coton-là étaient de mauvaise qualité. Donc, M. Moïse, vous voyez que c'est un sujet un peu complexe. Et ce qui fait qu'il faut élever un peu le débat. Il faut élever les débats pour effectivement permettre à nos frères et sœurs africains de comprendre la réalité de ce qui se passe. Sans cela, nous allons rester là à nous accuser mutuellement, à penser que des choses arrivent. Vous avez vu ces gens-là, ils sont sans pitié. Alors, que devons-nous faire maintenant de notre côté? Pour le faire, le Bercail ou soit la diaspora, que devons-nous faire, nous, Africains, maintenant? Aujourd'hui, moi je pense que la solution est très loin de se trouver entre les mains de nos dirigeants. Parce que c'est des dirigeants qui ont montré leur carence, leur manque de volonté. Parce qu'ils n'ont pas de choix en réalité. Quand vous prenez un président comme Abdoulaye Wade, qui était un opposant historique, quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde l'a acclamé. Quand vous prenez quelqu'un comme Alpha Condé, c'était un opposant historique. Quand vous prenez quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui aujourd'hui ne jure que par la France, il était adulé de son peuple de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi sont-ils obligés donc de venir faire autre chose que ce qu'ils étaient en train de promouvoir quand ils étaient dans l'opposition? C'est parce que tout simplement, il y a un système qui les oblige à aller vers. Quand vous n'allez pas vers ça, vous êtes considéré tout simplement comme un ennemi. Et comme eux, ils aiment bien la vie, ils ont de l'argent, ils ont tout, ils ne veulent pas mourir, comme Sylvanus Olympio, ils ne veulent pas mourir comme les autres. Donc, je crois aujourd'hui, à mon sens, que la solution viendra uniquement de la jeunesse. La jeunesse africaine. C'est nous qui devons réagir, c'est nous qui devons pousser nos gouvernants. Pas tout simplement en les boostant hors, mais en cultivant, par exemple, des questions comme le nationalisme, pour faire en sorte qu'à un certain moment donné, effectivement, on puisse revenir à l'unité, parce que c'est incompréhensible que des pays comme les États-Unis, la première puissance mondiale, alors, avec son président Trump, qui arrive au pouvoir et qui trouve que les États-Unis sont dans une situation désastreuse à tel point où ils veulent détruire les barrières, et je vais parler, il veut reconstituer les barrières douanières, donc le nationalisme en Amérique. Alors, il est incompréhensible
pour des pays pauvres d'Afrique, comme le mien, au Togo, qu'on puisse nous parler de globalisation, c'est-à-dire un système de commerce international où vous n'avez absolument rien à vendre. Qu'est-ce que le Togo exporte sur le plan international? Quelle est la part du marché africain? Par contre, on a ouvert nos marchés, on a fait en sorte que justement les gens amènent leurs produits donc, de tous les autres pays et viennent envahir notre marché local, de telle sorte que nos paysans qui justement avaient la possibilité de produire, parce qu'il faut reconnaître que l'agriculture fait partie effectivement justement des piliers importants dans nos économies nationales. Mais que vaut l'agriculture aujourd'hui? Absolument rien, parce que tout simplement nos paysans, ce qu'ils produisent, ils ne peuvent même pas le revendre à leur petit marché local, parce que tout simplement il y a du riz thaïlandais qui vient, qui est moins cher. Et comme les gens sont pauvres, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de débourser plus cher pour acheter, parce qu'il veut acheter le produit local. Donc il va préférer aller acheter autre chose. Donc aujourd'hui, voilà comment est-ce que l'Occident a détruit complètement l'avenir encore de l'Afrique en détruisant son poumon économique, qui est l'agriculture. Donc finalement, ceux-là qui s'adonnaient à cela, les jeunes qui s'adonnaient à ça, se retrouvent sans rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent que prendre la mer. Ils ne peuvent que prendre la mer. Parce que dans tous les cas, même si vous restez, vous mourrez. Donc les gens préfèrent dire, bon, tenter quelque chose, même s'il meurt en route, on aura compris qu'il aura tenté quelque chose. Alors, c'est un pas pour. Dites-nous, nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre entretien. Et quel peut être votre mot de fin pour mettre fin à notre entretien d'aujourd'hui? Pour mettre fin à notre entretien d'aujourd'hui, je dirais que vraiment c'est tout à fait déplorable pour tout ce qui se passe, tout ce à quoi l'Afrique fait face. Mais je dois tout simplement dire aux Africains que nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir parce que vous allez le constater, tout le monde le dit, hein, tout le monde le sait, que l'Afrique va se réveiller. Seulement, les gens ne savent pas quand est-ce qu'elle va se réveiller. Et quand elle va se réveiller, ça va être difficile pour les autres. Donc je nous encourage tout simplement à prendre nos responsabilités. J'encourage les jeunes Africains à ne plus prendre le chemin justement qui les conduit dans ces situations d'esclavage donc en Libye, mais qu'on essaie donc de nous organiser sur place pour que effectivement on puisse trouver un minimum vital donc pour ces jeunes-là. Et je pense qu'en cela, la diaspora que nous constituons, et notamment nous qui sommes en Occident, nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons nous organiser, mais encore là, le véritable problème, c'est qu'on puisse se mettre ensemble parce que les Africains, tout le monde veut réaliser quelque chose par soi-même. Donc, mon mot de fin serait donc d'interpeller par exemple la diaspora pour qu'on puisse créer des canaux qui permettent donc de mutualiser, alors qu'aujourd'hui, il faut s'unir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de marché. Vous savez, quand vous êtes 1000 personnes et que vous donnez un franc, vous avez tout de suite 1000 francs. Mais quand vous êtes 10 personnes, pour avoir les 1000 francs, vous devez donner chacun au minimum 100 francs. Donc c'est ce que ça signifie. Alors je pense que la diaspora, par exemple, peut faire en sorte que nous mutualisons nos efforts, que nous mutualisions nos biens, c'est-à-dire nos économies, pourquoi pas, retourner créer par exemple des entreprises en Afrique pendant que nous sommes ici et faire en sorte que, par exemple, que certains jeunes puissent avoir du boulot. Je crois que ça peut être un début de solution. Donc, de l'autre côté, il faut travailler effectivement sérieusement à aboutir à des alternances de manière pacifique. Parce que l'autre volet de la question, je me pose la question. Quelqu'un comme Blaise Compaoré qu'on a soulevé à les déposer de l'autre côté, ça ne sert à rien parce qu'il est encore parti avec de l'argent du pays. Trouvons des solutions qui font en sorte que nos présidents restent et que finalement l'argent qui a été volé,
que ça puisse quand même être réinvesti en termes de création d'emplois. Donc voilà définitivement ce qui doit être la solution pour ce problème qui est posé. Je vous en prie.